Je m'appelle Linda Baker, la directrice d'apprentissage au Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants, au nom du réseau d'apprentissage et du Centre de connaissances. Bienvenue à tout le monde à ce webinaire qui s'intitule Communautés intentionnellement marginalisées, la violence que nous voyons dans les relations, les familles et les systèmes au Canada. Je voudrais reconnaître que nous travaillons sur la terre traditionnelle des Anishinabek, les Haudenosaunee, les Lenapeakwak et les nations Tshangakong. Ces terres sont liées au comté, sont liées par les traités de 1796 et le traité d'une cuillère, d'une assiette. Nous adhérons à la doctrine de découverte et nous reconnaissons les terres autochtones. Nous reconnaissons également que beaucoup de personnes noires ont été violemment déplacées au Canada à cause de l'esclavage et du colonialisme. Nous allons continuer de travailler en collaboration avec les communautés pour questionner le colonialisme, le racisme anti-noir et d'autres formes d'oppression qui existent au Canada et qui ont comme résultat de la violence fondée sur le genre contre ces communautés opprimées. Il me fait vraiment plaisir de vous présenter nos conférencières extraordinaires de la journée. Je voudrais signaler rapidement qu'on était vraiment ravis quand le livre Cool but not unusual, la violence contre les familles au Canada, a été publié dernièrement. Et nous sommes ravis d'accueillir ici avec nous aujourd'hui certains auteurs et éditeur de ce livre. On aurait bien aimé inviter tous les gens qui ont contribué à ce livre, qui est tellement intéressant, mais ça n'a pas été possible pour des raisons pratico-pratiques. Nos conférencières en ordre alphabétique, Ramona Aladjia, professeur de la faculté de travail social Factor Iwentash de l'Université de Toronto, examine la violence fondée sur le sexe du point de vue de l'abus sexuel d'enfants, de la violence sexuelle et de la violence conjugale. Et il y a un lien dans le chat pour voir sa biographie au complet. Et je vous encourage de lire tout ce que nos conférencières ont fait. Rupaline Boyan est professeure agrégée en travail social à l'Université de Toronto, où elle enseigne la pratique communautaire, l'action sociale et les méthodes de recherche qualitative. Mélanie Doucette était auparavant une jeune prise en charge par le système. Elle est titulaire d'un doctorat en travail social, chercheuse principale et gestionnaire de projets à la Ligue pour le bien-être de l'enfance du Canada et chercheuse au Centre de recherche sur les enfants et les familles de l'École de travail social à l'Université de Toronto. Roberta Timothy est professeure adjointe dans le volet de l'enseignement responsable en santé des personnes noires et première directrice de programme du prochain programme MPH en santé des personnes noires à l'école d'Alanana. Cathy Vine participe à des projets de recherche, de rédaction et d'action en collaborant avec divers groupes, les jeunes, les parents, les chercheurs et les chercheuses, praticiennes, défenseurs, défenseuses et groupes autochtones pour faire avancer leurs objectifs de ces jeunes. Et de ces gens, je vous encourage à lire toute leur biographie et d'aller au-delà de ça. Mais pour le moment, il me fait plaisir de donner la parole à Ramona. Merci pour ces belles présentations, Linda. Et merci à vous et à vos collègues au réseau qui avaient organisé cet événement. Au nom de Cathy, Van et moi-même, bienvenue à vous, l'auditoire, et à nos conférencières qui ont contribué à ce livre Cruel but not unusual, où on va se concentrer sur les communautés intentionnellement marginalisées. Quand Cathy et moi, on a créé la 3e édition de ce livre, nous avions une vision
de la façon qu'on pouvait créer un texte encore plus important pour les professeurs, les chercheurs, les étudiants, étudiantes et ceux et celles qui développent les projets. On voulait regarder la violence conjugale de A à Z et de réunir toute la recherche et la pratique qui se fait. Et nous avons ajouté des chapitres où on a choisi une question, une pratique exemplaire, une initiative qui permet d'illustrer comment on peut transformer les connaissances en action. Et cela, c'était très difficile à faire, mais tout ce travail nous a beaucoup inspirés. On voulait aussi jeter la lumière sur tous les changements qui ont eu lieu depuis une décennie et aussi l'impact de cette pandémie mondiale. Surtout qu'on travaillait sur ce livre justement au début de la COVID-19. Nous savons que les morts, les maltraitances, de la violence ont connu une augmentation importante. On a vu la violence face aux différentes communautés pendant la pandémie, en pensant aux communautés qui ont vécu de l'oppression raciale, la pauvreté, et ceux et celles dont la vie sont régies par les politiques et les systèmes des communautés autochtones, les gens qui vivaient avec des handicaps et d'autres. Et certains d'entre nous, comme on entendra aujourd'hui, pensent que ces communautés sont intentionnellement marginalisées. On a regardé la violence structurelle durant la pandémie, mais ce n'était rien de nouveau pour les gens qui vivaient déjà dans la violence. Les traumatismes collectifs nous ont démontré qu'il faut vraiment une approche qui tient compte des traumatismes en matière de services et de politique. Et nous demandons une résilience radicale dans l'introduction à notre livre, Manu. On va au-delà d'un appel aux soins individuels. On demande une action collective pour encourager la résilience à tous les niveaux. Nous avons un concept dynamique qui est ancré dans la collectivité. Il ne s'agit pas seulement de survivre à l'adversité, mais de changer les conditions. De la crise vient des opportunités et on peut s'épanouir. Dans notre introduction, on explique comment on peut s'engager dans la résilience radicale. Toutes les conférencières représentent différentes façons de résister, comment résister à la violence entre noirs, comment créer de la capacité de leadership dans les communautés marginalisées et comment les jeunes peuvent apporter du changement et de la transformation. Maintenant, je donne la parole à Cathy Vine qui va animer cette discussion en panel. Merci beaucoup, Ramona, et bonjour à tout le monde. Bonjour surtout à nos panélistes, nos conférencières d'aujourd'hui. On est ici pour parler des communautés intentionnellement marginalisées. Ramona et moi, on a eu la bonne fortune d'apprendre ce que c'est que ce concept de Roberta pendant qu'on travaillait sur le livre. Alors, Roberta, aidez-nous à comprendre qu'est-ce que ça veut dire des communautés intentionnellement marginalisées et pourquoi est-ce important pour nous d'en parler aujourd'hui? Merci beaucoup, Cathy. Bienvenue à tout le monde. Je vais commencer par vous dire où je me trouve. C'est très important. Je suis en solidarité avec les collectivités de l'île de la Tortue et j'honore nos ancêtres qui sont ici aujourd'hui. Je suis une femme noire, féministe, africaine. Ma langue, ma tribu, tout ça, on me l'a enlevé à cause du racisme, à cause de toutes les formes de violence intersectionnelle. J'ai vécu la migration forcée. J'ai des ancêtres qui viennent de partout et j'ai un lien aux personnes autochtones et à leur lutte.
Suite à cette violence structurelle et de santé, je viens d'un milieu de travailleurs. Euh, j'ai deux enfants qui ont des handicaps visuels et j'essaie de survivre à la marginalisation, à la violence sanctionnée par l'État. Les communautés marginalisées intentionnellement existent au Canada et partout dans le monde. Ce sont des communautés qui vivent sous le pouvoir et le contrôle de la violence sanctionnée par l'État à tous les jours. L'État caractérisé par la surveillance, par la police, les professeurs, les travailleurs de la santé, les travailleurs sociaux et le gouvernement par de vrais citoyens, c'est-à-dire des blancs de classe moyenne, des hommes et des femmes en santé, dictent ce que doivent faire les gens colonisés et créent des relations inégales entre ceux qui sont au pouvoir et les opprimés. Un autre exemple, ce sont des minorités modèles et les minorités visuelles ou visibles. Ce sont des termes problématiques et cela marginalise intentionnellement davantage puisqu'on met les groupes les uns contre les autres et ils reçoivent, on accepte de les laisser rentrer dans l'État canadien euh, sur la base de leur façon de s'insérer dans l'État blanc. On marginalise les gens pour continuer les relations colonialistes. Rendre les gens autres, c'est voulu et ça fait du mal aux gens. Les communautés intentionnellement marginalisées vivent des traumatismes à tous les jours et ne sont pas soutenues ni sans empathie, sans, ils sont catégorisés, qui les stigmatisent davantage, qui nous stigmatisent davantage et qui essaient de justifier les expériences d'exclusion et de désavantage. L'impact de cette marginalisation intentionnée par la violence, l'impact, c'est le mal, la cruauté, des traumatismes de santé qui les rendent plus vulnérables, mais plus résilients. Redéfinir la violence, c'est essentiel, y compris des actes de violence contre les Noirs, les Autochtones, comme des actes de violence et de haine. On a besoin de les définir pour comprendre ce qui se passe. Et il faut comprendre que la résilience est essentielle pour qu'on puisse survivre. Merci, Roberta. Je vais prendre quelques instants pour connaître votre force et la façon que vous nous enseignez. Et je voudrais reconnaître pour tout le monde la douleur inhérente à ce dont vous parlez aujourd'hui et de ce qu'on va entendre aujourd'hui de nos autres conférencières. C'est une toute petite reconnaissance, mais il fallait que je vous le dise tout de suite. Alors, merci Roberta Rupaline. Quand vous écoutiez ce que disait Roberta, est-ce qu'il y avait des choses qui ont résonné chez vous? Le travail, dans le travail, ce que vous faites, dans les communautés avec lesquelles vous travaillez. Merci, Cathy. J'aurais pu écouter Roberta pendant très longtemps. Il y a une partie de moi qui est attristée, mais et si j'avais pu entendre Roberta depuis toute ma vie, ça m'aurait beaucoup aidé. Mais je suis reconnaissante du fait qu'on puisse regarder les choses à long terme et développer des relations avec les gens qui ont subi l'exploitation de tous ces systèmes capitalistes et racisé. Comme quelqu'un qui est arrivé aux États-Unis, qui est né aux États-Unis, j'ai eu ma citoyenneté américaine, mais mes parents sont venus comme des immigrants. Ils cherchaient des occasions économiques, ce qui efface la violence coloniale et insécurité dans leur communauté d'origine, c'est-à-dire l'Inde
où il y avait des gens qui luttaient pour leur souveraineté dans l'État d'Inde et ils n'avaient pas l'impression qu'ils faisaient partie de cet État-là. Ils n'ont pas raconté ces histoires, mes parents. J'ai dû tout comprendre lorsque je suis devenue adulte. J'ai eu des opportunités de comprendre davantage euh, et je suis arrivée dans le mouvement en tant que jeune et j'ai pu exprimer tout ce que j'ai vécu comme femme de couleur. Euh, je dirais que le racisme m'a fait mal. J'ai et on a souvent dit de ma famille qu'ils étaient arriérés parce qu'ils venaient d'un autre pays. Mais travaillant dans le mouvement, j'ai commencé à comprendre cette analyse intersexuelle euh, qui réunissait toutes sortes de perspectives intersectionnelle. Et une bonne partie du travail que je faisais sur la première ligne, en travaillant avec des immigrants qui venaient de régions partout dans le monde, je n'ai quand même pas pu saisir toute la violence dans l'État sur leur vie. Alors, je me suis concentrée dans le livre sur le système d'immigration qui a produit une violence raciste, genrée, qui créer différentes classes sociales dans la vie des gens. Et beaucoup de programmes et de services qui sont financés pour aider les gens qui vivent la violence conjugale ne sont pas suffisamment financés pour qu'on puisse voir comment l'État contribue et crée de la violence dans leur vie. Alors que, tandis que Roberta parlait, je me suis dit, on prend pour acquis l'État-nation et le projet colonialiste du Canada. On prend pour acquis que l'État-nation identifie qui est à sa place. Il y a des statuts d'immigration qui accordent des statuts légaux. Et moi, je regarde comment tout dans le système d'immigration a une incidence sur les enfants, sur les immigrants sans statut ou avec statut précaire et qui ne peuvent pas répondre aux conflits dans leur famille et qui ne peuvent pas aller chercher de l'aide sans être séparés de leurs enfants ou déportés même. Et ici, je voudrais distinguer, et c'est difficile parce que c'est tellement enchevêtré, mais il y a tellement de mots qui viennent de ces maltraitances intentionnelles. Je parlais avec quelqu'un hier qui donne du soutien aux familles dans le système d'aide à l'enfance et on parlait d'une famille qui venait d'arriver au Canada. Ils ont réussi à traverser la frontière. Ils venaient d'un pays en violence et en attendant qu'ils soient reconnus, ils attendaient d'être reconnus comme réfugiés. Nous, notre État ne décide, nous avons un État qui décide d'augmenter le nombre d'immigrants, mais euh, leur demande d'immigration reste en attente pendant des années. Et même si les gens réussissent à se faire reconnaître comme immigrants, en attendant, ils ne peuvent pas, ou comme réfugiés plutôt, ils ne peuvent pas se trouver de travail, ils ne peuvent pas, euh, euh, et leurs enfants ne peuvent pas aller à l'école. Il y avait un parent qui travaillait à l'extérieur de la maison, un autre parent qui s'occupait des enfants à la maison. Pendant des mois, l'aîné s'ennuyait, ne pouvait pas aller à l'école, ne pouvait pas se faire inscrire à l'école. Mais finalement, quand l'enfant a pu aller à l'école, on l'a signalé comme un enfant venu d'une famille dysfonctionnelle. Et si on ne regarde que la relation entre un parent ou un enfant ou la relation entre quelqu'un qui vit de la violence et une personne qui est violente, on va rater tellement d'éléments importants. Il y a quelqu'un qui a dit
qui sont arrivés 6 mois trop tard. S'il avait pu rencontrer cette personne 6 mois plus tôt, on aurait pu faire entrer les enfants à l'école et il y aurait eu moins de conflits dans la famille et on n'aurait pas eu besoin d'intervention de la part de l'État. Et nous savons surtout pour les familles noires et les familles pauvres, cela peut mener à des conséquences à long terme, des maux à long terme. On ne mesure pas tous les maux que peuvent créer le système d'aide à l'enfance qui peut mener à la séparation des familles et à la déportation. Alors, j'essaie de tout rassembler et j'ai bien hâte d'entendre ce que les autres ont à dire aujourd'hui également. Merci. Cathy, vous êtes... Ah, bon, merci. Euh, merci beaucoup, Pauline. C'est difficile de commenter sur ce que vous avez partagé avec nous. Vous avez établi tellement clairement les liens que Roberta a déjà identifiés. Je sais que dans votre chapitre, vous traitez de ces questions-là en profondeur. Et et vous établissez le lien entre la violence structurelle et le fait que les enfants sont pris en charge par l'État. Et maintenant, nous avons justement Mélanie Doucet qui va parler de cette expérience. Mais avant d'aller plus loin avec cela, Mélanie, pouvez-vous partager vos réflexions par rapport à ce que Roberta Rupaline vient de dire? Merci de m'avoir invité. Mais avant de commencer, je voudrais reconnaître que je suis sur le territoire traditionnel et non cédé des Mohawks, c'est-à-dire Montréal, et que je viens du Nouveau-Brunswick, le territoire traditionnel et non cédé des peuples Mi'kmaq. Et j'ai été prise en charge au Nouveau-Brunswick pendant que j'étais adolescente et j'ai cessé d'être prise en charge à 18 ans. Et ce qu'on dit, Roberta et Rupaline résonnent beaucoup chez moi. Et il y a de la violence systémique et la discrimination intentionnelle. Le système a été créé comme ça. Euh, le système d'aide à l'enfance est fondé sur le colonialisme. Le système qui a été créé au début des années 1900 est toujours en place et régit le système d'aide à l'enfance. Alors, ça résonne beaucoup au niveau de mon expérience et l'expérience des collègues avec qui je travaille et avec l'expérience des jeunes d'aujourd'hui. Pour ce qui est de l'expérience des jeunes pris en charge, au moment où ils arrivent dans ce système, ils sont institutionnalisés. Ça se voit dans la terminologie qu'on utilise, dans les lois, dans les politiques et les pratiques. On appréhende, on arrête un jeune qui est pris en charge. Et c'est froid. On pense que c'est criminel. Euh, et ce n'est pas un mot qui inspire de l'amour. Même le mot placement n'inspire pas une idée de sécurité. On déplace un objet à un autre endroit. La terminologie, le pupille d'État, pupille permanent, ce sont des mots criminalisés, les pupilles d'État. Ils sont régis, gouvernés par un ministère ou par l'État. Euh, les mots qui sont anormaux, par exemple, cesser d'être pris en charge, ça n'existe pas dans le vrai monde. La vie indépendante, tout cela est normalisé à cause de politiques et de lois qui ont été établies par des gens qui n'ont pas d'expérience vécue. S'attendre à ce que les jeunes traumatisés, des victimes de maltraitance, des jeunes qui ont vu des choses qu'aucun enfant ne devrait voir, de réussir par-dessus les autres et d'être meilleur et de faire encore mieux que la plupart, que les gens qui vivent des traumatismes. On s'attend à cela de ces jeunes. C'est quelque chose qu'on voit à cause du colonialisme sous-jacent qui existe toujours. Comme j'ai dit tout à l'heure,
il y avait un mouvement pour sauver les enfants et ça existe toujours. On voit cela dans la façon qu'on traite les jeunes noirs, les jeunes autochtones, les jeunes de couleur, les jeunes LGBTQ+, dans le système. Et on voit que les jeunes qui cessent d'être pris en charge sont pauvres, ils ont des problèmes de drogue, ils sont au chômage, ils se suicident parce que le système n'a pas été créé pour qu'ils s'épanouissent. Soit ils survivent, soit ils meurent. C'est tellement violent et il faut que ça change. Si on veut que les jeunes qui, malgré ce qu'ils ont vécu, se sont retrouvés dans un système euh, pour, pour que ces jeunes puissent s'épanouir dans leur vie. Dans mon travail, j'insiste sur le fait que le système ne doit plus se servir lui-même et doit se concentrer sur les jeunes. Si on voudrait vraiment des résultats positifs et créer des jeunes adultes qui réussissent dans la vie. Actuellement, ce n'est pas du tout le cas. Mélanie, merci beaucoup. Je pense que tout le monde peut avoir une idée de ce que ça voudrait dire d'avoir Mélanie Rubalin ou Ramona comme professeur. Tous ceux et toutes celles qui essaient d'apprendre peuvent beaucoup apprendre de nos conférencières. J'ai eu le privilège de travailler avec Mélanie sur le chapitre qui traite des mauvais traitements des jeunes. Et vous pouvez imaginer sa voix dans ce chapitre. Ce que je voulais, c'était de revenir vers vous, Roberta, et partager avec vous le nom de votre chapitre. Vous l'avez intitulé Blackout, la violence sanctionnée par l'État et l'expérience des Noirs au Canada. Vous avez déjà dit bien des choses quant à pourquoi vous pourriez intituler ce chapitre de cette manière-là. Mais dites-nous en quelques mots pourquoi c'était important pour vous d'utiliser ce langage et quelle est l'expérience donc de la communauté d'où vous provenez. Bon, je vais définir quelques termes. Je suis une femme noire. Ma mère est venue comme travailleuse domestique des Caraïbes, donc suite à l'esclavage. J'ai donc grandi ici, dans la classe ouvrière, et j'ai été appelée par le mot « haine » au quotidien. L'éducation, pour moi, était vraiment une protestation. J'étais considérée comme moins que les autres. Pour moi, le racisme anti-noir vit dans mon corps, dans mon esprit. Ma mère vivait de manière précaire. Ça fait 400 ans que ma famille a vécu avec la violence et ça a été reconnu par l'État. Les familles noires au Canada sont en état de guerre, en état d'urgence. La violence d'État, c'est la situation actuelle au Canada. Et ça veut dire qu'on ne veut plus voir, on ne veut pas voir les familles noires au Canada. Les familles noires doivent faire face à la violence anti-noire au Canada. Il y a des séparations forcées des familles et des enfants, un mauvais logement, apartheid, des barrières d'immigration, des obstacles d'immigration, le harcèlement de la part de la police et de mauvaises interventions en matière de santé. C'est un environnement qui est tout à fait insécuritaire. Je n'ai donné que quelques exemples. Garder les familles noires en sécurité veut dire les protéger contre l'État.
euh, faire face au racisme, au classisme, islamophobie et d'autres formes de violence. C'est essentiel à la résistance des Noirs, dénoncer les médias et la rhétorique d'État des populations vulnérables et toutes ces minorités qui cherchent de l'équité, c'est essentiel. Il faut aussi traiter l'impact de cette violence intersectionnelle et aussi favoriser la résistance. C'est nécessaire pour les familles et les communautés noires. L'État et la violence sanctionnée par l'État est une préoccupation 24/7 pour les communautés noires. Et donc, le titre de ce chapitre a bien du sens pour moi et pour tous ceux qui doivent résister ce type de violence au quotidien. Absolument. Merci, Roberta. Je reste avec vous un instant pour vous poser la question suivante. Dans votre chapitre, vous parlez de l'expérience de Fatima. Pourriez-vous en dire quelques mots pour vraiment bien comprendre dans le concret quelle est l'expérience de cette personne alors qu'elle a été connectée au système au Canada? Quelle était son expérience? Et si vous voulez utiliser un autre exemple, bien sûr, mais Fatima me vient à l'esprit. Oui, j'ai 2 exemples, mais d'abord, je commencerai par Fatima. Bon, Fatima, dans son cas, c'est une, Somalienne, identifiée comme femme, qui a vécu dans des refuges pour les femmes et qui a vécu la surveillance et le racisme anti-noir, l'islamophobie, et elle avait 2 enfants qui ont été pris, de ces soins par, la DPJ. Et la violence qu'elle a vécue était véritablement intersectionnelle. Il ne s'agissait pas simplement d'une violence conjugale, mais une violence généralisée, même dans l'abri, le refuge où elle a été, donc pour, quitter son conjoint et les enfants qui lui ont été pris, car on avait la notion qu'elle ne s'occupait pas de ses enfants. Et il faut comprendre ce qui n'a pas été donné, ce qui lui a été retiré. Elle traitait de la perte, du deuil, sa grand-mère qui avait quitté ce monde et qui avait été un soutien pour elle, et les traumatismes transnationaux. En Somalie, elle a perdu donc de la famille suite à un conflit là-bas. C'est une des questions, un des antécédents des Somaliens, où elle vivait donc des problèmes de santé physique, mentale et de sécurité. Elle manquait de confiance dans toute personne qui pourrait peut-être l'aider même. Mais sa résistance à elle, c'était de ne pas raconter son histoire, de ne pas relater sa vie, parce que lorsqu'elle le faisait, ça créait davantage de violence dans sa vie. Alors, lorsqu'on parle de la souffrance qu'elle a vécue, il faut aussi comprendre la résistance dont elle a fait preuve. Et il ne s'agit pas simplement de sa santé mentale et physique, mais aussi de la manière dont elle résistait pour veiller à ce que son bien-être soit protégé. Les systèmes étaient tellement violents envers elle. Elle ne voulait pas raconter ses histoires parce qu'elle allait être revictimisée. C'est ce qui est arrivé dans sa vie. Donc, elle a dû choisir donc sa praticienne, et de travailler avec elle, c'était un don parce que c'était vraiment important de se mériter sa confiance. Et en tant que praticienne, le le seul problème, c'est donc le racisme anti-noir, l'islamophobie internalisée du point de vue du praticien. Ça aurait été cela seulement. Un autre exemple, Sheliane, une femme des Antilles, de 34 ans, elle est venue au Canada, elle s'était réunie avec sa femme qui est devenue comme domestique au Canada dans les années 60. Sheliane avait 3 enfants
elle avait pratiquement fini son, secondaire, là-bas, en Jamaïque. On lui a dit que ce n'était pas suffisant pour le Canada, l'équivalence n'y était pas. Elle a été envoyée donc à l'école secondaire pour adultes. Elle a donc commencé à travailler comme domestique jusqu'à sa maturité et elle est finie par mourir dans ces années, lorsqu'elle a atteint 70 ans. Donc, elle n'a pas réussi à vivre et à s'épanouir. On lui a, enfin, c'est sa mère en fait. Lorsque Sheliane a atteint 30 ans, on lui a proposé de devenir préposée aux soins, de faire une formation. Et lorsque je vous parle de Sheliane, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit comme image? Quel biais est-ce que vous avez? Quel préjugé avez-vous lorsque je dis ce que Sheliane a vécu? Est-ce que vous croyez qu'elle vit donc en résistance de son historique d'esclavage africain et de l'apartheid, de logement et de traumatisme transnational? Ou est-ce que vous la voyez comme quelqu'un qui ne profite pas au système d'une façon ou d'une autre? Je crois que ce que nous euh, estimons quant à ce scénario, ce que nous ressentons d'un tel scénario a vraiment un impact. Donc, le racisme anti-noir a eu des impacts transgénérationnels à Sheliane. Et donc, des systèmes qui refusent le bien-être noir, qui causent des lésions, des blessures, un préjudice, ségrégation d'emploi, donc, des, un racisme transnational. Il y a tant d'exemples dans sa vie de ce genre de choses. Et en tant que praticienne, que voit-on lorsque l'on travaille avec des membres de la communauté noire et que l'on voit Sheliane qui a quand même réussi à vivre et à s'épanouir plus tard dans sa vie? Ou est-ce qu'on voit simplement une femme qui n'a pas de moyen de monter les échelons dans sa vie? Il est important de voir ce à quoi on réfléchit dans ces cas-là. Merci beaucoup. Vous nous avez bien expliqué, Roberta, par le concret, ce que vous voulez dire. Et Rupali, vous avez aussi dans vos chapitres, vous et Margarita Penton-Paris avez été co-autrices d'un chapitre sur l'impact de la violence structurelle sur les immigrantes, les réfugiés et les femmes sans statut au Canada. Est-ce que vous voulez élaborer là-dessus, sur cette expérience, cette interconnexion? Et encore une fois, si vous voulez nous faire part d'exemples concrets pour que notre auditoire puisse comprendre les enjeux politiques, le système, comment ça se joue sur le terrain, comment ça se décline. Merci. C'est assez étrange. J'ai eu beaucoup de difficultés à passer de personnel écoute à conférencière. Un des défis les plus importants, et je peux en parler un tout petit peu de l'exemple de cas avec les politiques en immigration, et ça c'est vrai pour plusieurs éléments de la vie, c'est de garder à l'esprit à quel point ça évolue, à quel point c'est changeant, à quel point c'est dynamique la situation. Et même la façon dont Roberta nous a parlé de la longue histoire de la violence structurelle intergénérationnelle, transnationale, c'est également dynamique. Il faut pouvoir comprendre comment résister à cette façon de voir, à ces récits, sans se sentir dépassé par la dynamique. Et lorsque je parle de la violence de l'État, dans ce cas-là, les politiques d'immigration, mais évidemment, tout cela joue ensemble, les politiques de travail, les politiques de prestations sociales, donc droit à ces prestations et au filet social. Tout cela joue donc dans la même partie.
et chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Bon, le Canada a une marque très, appréciée partout dans le monde. Les gens de partout, ont entendu dire que, le Canada est un bon endroit. Ils souhaitent venir ici, immigrer, même en tant que domestiques, parce qu'il leur semble que c'est un des meilleurs scénarios possibles par rapport aux autres options. Mais c'est également profondément romantisé. Voilà, après l'arrivée au Canada de nombreux immigrants, certains sont en mesure de vivre un certain avantage, trouver un emploi, envoyer les enfants à l'école. Je ne dis pas que c'est difficile pour tout le monde, mais les hauts taux de pauvreté qui existent et on le sait, pour les familles, les nouvellement arrivées au cours des 5 premières années, particulièrement, qui n'arrivent pas à atteindre d'autres échelons. Il y a donc 1,5 milliard de personnes au Canada, millions de personnes au Canada qui n'ont pas de statut de résident, de citoyenneté, mais sont des résidents permanents, par exemple. Leur lutte est à deux volets. Ils doivent expliquer aux gens chez eux à quel point c'est difficile et personne ne les croit. Et ça crée des tensions émotives, alors que l'on tente d'expliquer à quel point c'est difficile au Canada pour eux de percer, tandis que comme Roberta le disait, comment on peut aussi donc tenter de traiter les problèmes que les gens ont sans ajouter à cela dans un système qui n'est pas établi pour cela. Par exemple, les rapts transnationaux. Bon, le kidnapping, bon, les gens qui arrivent ici au Canada, les femmes qui arrivent avec leur famille ou leur partenaire qui est ailleurs a davantage de ressources et peut utiliser des lois par exemple, de kidnapping des enfants pour contrôler de manière coercitive les femmes. Et on sait que ça existe dans notre système, dans les tribunaux de la famille, on le voit à maintes reprises et c'est lié au racisme et à la violence. Et pour les praticiens, les intervenantes, les travailleurs sociaux, c'est important. Il faut créer des espaces où les gens peuvent partager leurs récits et créer des contre-récits afin de pouvoir s'épanouir. Moi, j'ai travaillé avec une femme dans un organisme de droits de la femme qui est incroyable, où elle permet aux femmes de lier leur lutte personnelle aux luttes et aux problèmes systémiques, soins des enfants, garde des enfants, emploi, premier emploi, même si c'est un emploi qui exploite la femme. Et tandis que on travaille avec ces personnes pour répondre aux besoins, veiller à ce qu'elles puissent créer des liens avec le système afin que les choses puissent changer et de réimaginer collectivement comment on peut y arriver. Et je crois que ces bases peuvent être appliquées dans toutes ces intersections. Je sais que ça peut sembler simpliste, mais il faut pousser, il faut résister au modèle de financement qui présente des solutions technocrates, donc présenter ce programme de cette manière-là et la plupart, des fonds vont au personnel qui doivent faire preuve d'à quel point le programme est réussi. Nous devons, veiller à mettre ces fonds dans la santé, la guérison et faire donc une défense des droits complexe. Merci. Merci Rupali. Est-ce que vous voulez en dire quelques mots peut-être sur des exemples de cas, cette femme particulière avec qui vous avez travaillé, dont vous parliez, qui a continué à être harcelée et poursuivie par les membres de la famille, son mari, son oncle ici en Ontario. Et au début, son expérience des refuges était positive en raison de l'aide tangible qu'elle a reçue. Mais je me demande si vous pourriez en dire quelques mots, élaborer un peu à l'égard de son expérience. Je sais que vous aurez l'occasion de parler davantage des mesures qui peuvent être prises et ainsi de suite, mais pourriez-vous nous exposer un peu davantage son expérience? Eh bien, je dirais que dans le cas de quelqu'un qui peut faire une demande, par exemple, de statut de réfugié et qui peut rechercher un logement, qui peut trouver, par exemple, un espace dans une maison de transition, il y a une fenêtre d'occasion
où cette personne peut avoir un certain soulagement, avoir accès à des services de soutien, par exemple, inscrire son enfant dans les écoles, obtenir des services sociaux, des services juridiques peut-être en parlant des options de logement. Et alors, à ce moment-là, on pense que les systèmes, on ressent le fait que les systèmes peuvent fonctionner. Mais il est tellement difficile d'appuyer les gens qui ont ces besoins complexes dans leur vie. Et celles qui ont davantage d'options peuvent prendre davantage de notre temps. Et celles qui ont moins d'options, finalement, on passe moins de temps avec elles parce qu'on ne sait pas comment les aider. Donc, lorsque j'ai étudié ce cas-là, ça fait 2 ou 3 ans maintenant. Je me rappelle pas de tous les détails, mais je peux vous dire qu'on a déjà des exemples très clairs de comment le contexte international, l'utilisation des lois internationales de kidnapping d'enfants peuvent être des contre-exemples des gens qui recherchent, par exemple, des services pour, leur enfant qui est handicapé dans un tel cas. Bon, cette personne qui recherche donc statut de réfugié provient d'un pays peut-être qui, heu ne verra pas sa demande reconnue ou acceptée. Et s'il faut trouver un autre moyen, une il faut montrer qu'elle ne sera pas un fardeau, par exemple. Et lorsqu'on a un enfant handicapé, cela exclut une telle, démonstration. Parce qu'à moins d'avoir une famille, bien nantie, et on ne peut pas dire: «Je vais tout payer» et alors à ce moment-là, la famille est exclue de l'obtention du des papiers. Et voilà des limites de cette étude de cas, mais ça permet aussi d'offrir des avenues quant à ce qu'on peut offrir dans une fenêtre de temps et comment il faut pouvoir, questionner le système dans ce genre de cas. Merci beaucoup et je regrette de vous faire parler, donc un peu plus longtemps et Mélanie maintenant. Et Mélanie, nous allons parler de ce qui doit changer et des initiatives de défense des droits que vous connaissez. En fait, on posera la question à toutes les intervenantes. Mais Mélanie, je reviens à vous un instant. Comme nous l'avons mentionné, nous avons traité, donc d'un des chapitres du livre ensemble et lorsque nous avons commencé à travailler ensemble, vous avez, présenté donc, des arguments solides quant au fait que nous devions porter attention davantage aux enfants qui sont, remis aux soins de l'État. Pourriez-vous en dire quelque chose, élaborer là-dessus? Et penser à l'expérience de jeunes qui, heu, donc est pupille de l'État pour, illustrer les préoccupations, très importantes quant aux influences structurelles et la façon dont les jeunes sont traités lorsqu'ils sont pupilles de l'État. Bien, à mon avis, c'est censé de dire que le système qui sert les jeunes, pupilles doit être à l'écoute de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, quels sont leurs besoins, quels sont de donc et le système n'a pas été conçu de cette manière. Nous avons donc à faire un changement absolument fondamental, et il faut donc, détruire, ce qui existe et rebâtir parce que ce n'est pas conçu pour être axé sur les jeunes ou, ceux qui sont dans le besoin, et afin de pouvoir avoir finalement des résultats positifs, des bons résultats pour, les jeunes qui sont entre, heu, les mains de l'État. Bon, beaucoup, des systèmes n'ont pas été décidés par l'expérience, ça a été créé par ceux qui ont le pouvoir, le privilège et qui n'ont pas l'optique nécessaire. Certains auraient pu être des praticiens dans leur carrière, mais ils sont tellement éloignés de la réalité de leur collectivité, sur la première ligne, que là, les politiques ne reflètent pas ce qui se passe dans le fond et encore une fois, il faut que ce soit changé. Beaucoup
de ces lois, les lois sur la famille, la protection de la jeunesse et ainsi de suite. Ça a été formulé pendant les années 70-80. Ça n'a pas été très mis à jour véritablement depuis lors. Et lorsqu'on étudie la transition vers le monde adulte pour les jeunes, il y a tant qui a changé, même dans la population en général, depuis les années 70-80, du point de vue économique, géographique, et si l'on tient compte des jeunes pupilles, cela ne tient pas compte de leurs besoins du point de vue développemental, spirituel, émotif, etc. Et cela doit donc être traité et remanié entièrement. Il y a certaines choses qui se passent au Canada, mais qui sont dues depuis longue date. Je crois que la pandémie a permis, quant aux politiques, de tenter de réorchestrer les politiques actuelles, car on a bien vu toutes les failles et toutes les lacunes de ce système qu'on n'avait pas le temps de voir auparavant ou qu'on pouvait ignorer auparavant parce qu'on était pris dans la roue du capitalisme. On était trop occupé pour faire attention à quoi que ce soit d'autre. Et je ne veux pas mettre l'accent sur un cas précis. Je veux parler de ma propre expérience et des jeunes avec qui j'ai eu le privilège de travailler dans mes divers projets donc, de doctorat. Alors, il y a longtemps, dans les années 90, j'ai passé par le système de la DPJ. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé depuis, mais beaucoup n'ont pas changé non plus. C'est très révélateur quant à la façon dont les lois n'ont pas été mises à jour. Donc, beaucoup du statu quo demeure, même s'il y a des milliers de bons résultats au Canada, aux États-Unis ou de résultats terribles où l'on voit quels ont été donc les résultats et où le système est responsable. Un des éléments qui n'a pas changé depuis mon temps, c'est ce point de mire sur la vie indépendante. On traite les jeunes comme des éléments autonomes qui ne s'insèrent pas dans une communauté. Et ça, c'était cette institutionnalisation des jeunes à qui l'on enseigne de se considérer comme des éléments autonomes, indépendants. S'ils ne peuvent pas atteindre cette autosuffisance, cette indépendance totale, dès qu'ils quittent le système, ils sont un échec. Et c'est entièrement artificiel parce que dans la vie réelle, dans une société idéale, les gens existent dans des collectivités. On est donc connecté aux autres tout en étant indépendants. Ils peuvent à la fois donner et recevoir. Et ce n'est pas comment donc l'être humain se développe et ce n'est pas comme ça que les systèmes de l'État sont conçus. Lorsque j'ai fait mon travail avec la Ligue des enfants du Canada ou d'autres, cette notion de vie indépendante, de vie autonome, qui est complètement artificielle et imbriquée dans la façon dont les jeunes sont programmés. Et il y a aussi un manque d'attention au bien-être émotionnel, aux relations, aux liens solides et sains, ainsi qu'à la spiritualité et la culture. Des éléments qui n'ont pas changé beaucoup depuis mon époque et il faut vraiment y mettre l'accent. Par ailleurs, les jeunes sont perçus comme étant compartimentalisés quant à leurs besoins. Et ça, vous savez, c'est aligné sur les cloisons départementales des gouvernements, les divers secteurs, les divers ministères qui s'occupent de divers éléments. C'est extrêmement cloisonné. Donc, les jeunes sont abordés de cette manière, dans cette façon, disons, déjantée. Et les jeunes ne sont pas comme ça et on doit répondre à leurs besoins de manière donc holistique, de manière globale. C'est comme ça que ça fonctionne pour les jeunes d'ailleurs comme pour tout le monde. Et je ne m'éterniserai pas parce que je sais que le temps file. Merci Mélanie. Bien sûr, vous avez réussi à souligner tant de domaines où le système
donc a des lacunes et des failles et vous l'avez fait, très bien dans le cadre de votre propre expérience. J'apprécie énormément. Nous allons passer à une autre question avec chaque panéliste qui traite des initiatives de défense des droits dans lesquelles vous travaillez chacune. Vous aurez pu en parler dans le chapitre écrit de l'ouvrage ou peut-être si vous voulez nous en parler davantage, euh, ça dépend de vous, mais en raison du temps qui file, veuillez limiter vos commentaires à peu près 2 minutes. Une fois qu'on aura fait le tour de table, nous passerons à la période de questions et vous aurez l'occasion d'élargir votre pensée et d'élaborer là-dessus. Mais pour le moment, on voudrait savoir quelles sont les recommandations ou les mesures que vous aimeriez que l'on prenne ou auxquelles vous travaillez en ce moment et aussi que pouvons-nous faire, les autres, nous toutes, nous tous? Roberta, je reviens à vous. Je vais vous demander de vous lancer. Merci beaucoup. La résistance, c'est tout, c'est inévitable et comme, je suis ici avec vous aujourd'hui, une femme noire, panafricaine, féministe noire, humaniste, ça, c'est un acte de résistance, c'est tout simple. La résistance se produit de plusieurs manières. Ça fait plus de 400 ans qu'on l'applique dans les communautés noires. On résiste à la violence anti-noire, toutes les formes de haine, de sexisme, d'agisme, toutes ces formes de violence. Et la résistance est inévitable. Et je veux souligner cela parce que parfois, nous pensons que donc dans ces sociétés où on est intentionnellement marginalisé, la violence qui est associée à cela. Et je pense à ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, qui ont continué à résister. Mes enfants continueront à résister. Mes petits-enfants encore pas encore nés continueront à résister. Et il faut voir ce que c'est la violence intersectionnelle noire. Quel est l'impact de notre vie? C'est un processus de deuil qu'il faut reconnaître. Il y a tant de pertes qui doit être décortiqué. Et après cette validation, cette reconnaissance, c'est le fait de devenir. Il s'agit de donc devenir plus conscient de cela. Et ça retourne aux ancêtres, ce que les ancêtres ont fait pour vivre et survivre et résister. C'est critique. Il est critique de voir quelles sont nos propres façons d'y arriver. Ça peut se décliner de tant de manières. La violence intersectionnelle sur les communautés, les femmes noires, c'est d'importance capitale, c'est de voir quels sont les impacts dans notre recherche, de trouver quelles sont les statistiques également, de voir les données. Il s'agit de réunifier les communautés noires et à leurs familles africaines également, panafricaines. C'est essentiel, à mon avis. Il faut développer des centres de santé, d'activisme, de militantisme, de défense des droits pour les femmes. Ça, c'est la résistance. Des centres africains qui ont comme objectif de guérison, par exemple, la psychothérapie et la décolonisation de nos systèmes médicaux et de nos esprits. Et il faut mettre donc en question toutes les formes d'un racisme scientifique, y compris donc, il faut admettre donc que les pratiques colonialistes dans un état de suprématie blanche existent et existeront toujours et resteront toujours, peu importe ce qu'on fait. Je suis une personne de 4e génération ici et je n'arrêterai jamais de lutter pour la réparation des torts envers les communautés noires et autochtones et je n'arrêterai jamais à demander, à exiger la santé et le bien-être pour mes collectivités. Ça, c'est au quotidien, c'est un acte nécessaire et ça se passera toute ma vie, ainsi que les autres qui font partie de cette révolution. Il s'agit de traiter la violence conjugale, la violence de partenaire intime. Ça inclut également traiter l'incarcération imposée aux hommes noirs et les impacts sur leurs familles et la façon dont on retire nos enfants des familles, dont l'État s'ingère au quotidien. L'anti-oppression, la décolonisation, il faut
former les praticiennes afin donc d'encourager leur prise de conscience de cela. Ça veut dire faites vos devoirs, comprenez ce que c'est que le colonialisme et les pratiques anti-noires. Cherchez activement des façons de contourner cela, ce que vous voyez un impact. Trouvez les mots, trouvez le langage nécessaire. C'est simple. Donc, ne manquez pas de respect. Il faut avoir une écoute empathique, un pouvoir de compréhension. Il faut être confortable avec les erreurs que l'on peut donc commettre, être à l'aise avec ça, être redevable, prendre responsabilité de ses propres actes, comprendre sa responsabilité, comprendre l'intersectionnalité et actualiser la solidarité et le travail des alliés collectivement, ne pas nuire, faire du bien, finalement, faire du bien et traiter les gens comme des êtres humains. La résistance, c'est comme ça qu'on survit, qu'on s'épanouit. C'est la vie et la mort pour les membres de notre communauté. Merci, Roberta. Je suis tellement heureuse qu'on enregistre tout cela et je suis tellement ravie de vous dire que tout ce que Roberta nous dit est dans le chapitre qu'elle a rédigé dans le livre. Pauline, vous et Margarita, vous avez parlé de certaines initiatives auxquelles vous avez participé, ou est-ce que vous avez décidé de partager autre chose avec nous? Je pourrais répéter ce que Roberta a dit, mais j'essaie de démêler certaines choses. Il y a des choses auxquelles je reviens toujours, surtout à un moment où j'ai l'impression de travailler comme une folle. Et tout le monde avec qui je travaille sont épuisés dans ma vie personnelle. Je m'occupe de beaucoup de gens. J'ai pas assez de place pour tout ce que je fais, le travail payé, rémunéré, non rémunéré. Je voudrais que les gens soient en santé. Et ceux et celles d'entre nous qui n'ont pas le choix, qui doivent s'occuper des autres, eh bien, il faut qu'on s'assure que nous soyons en santé aussi. Je ne veux pas dire qu'il faut se concentrer uniquement sur soi-même. Nous faisons partie d'une communauté et notre communauté a besoin de nous en santé. Et quand j'écoute Roberta, et j'essaie de travailler là-dessus aussi, j'essaie de clarifier mes objectifs. J'écoute Roberta, je me dis, elle est tellement claire, mais c'est pas si simple. Quand on a un objectif simple, il ne s'agit pas de tout simplifier, tout est interrelié et l'objectif est clair. Et chacun d'entre nous, on a chacun ses forces, ses faiblesses, ses opportunités, ses privilèges qu'on a gagnés ou qu'on n'a pas mérités. Mais il faut identifier ses propres dons et forces. Et ça nous permet de rester plus en santé, même s'il y a des moments où on n'est pas en santé. Et il faut donc se créer des espaces. Et on n'a pas le temps de le faire. En tant qu'éducatrice, je le vois dans la salle de classe, mais de plus en plus, on a de plus en plus de gens dans nos classes. On n'entend pas ce que chacun et chacune a à dire. Je vous souhaite à chacune et chacun d'avoir un espace parce que tout est dynamique, en évolution. Et ça prend du temps pour voir qu'est-ce que je peux faire maintenant, qu'est-ce qui compte maintenant, comment est-ce que je peux aller chercher de l'information pour faire une différence. En ce moment, on est en train d'examiner le budget de la ville de Toronto qui va donner plus d'argent aux services de police. Il y a la privatisation des cliniques que veut introduire le gouvernement Ford. Et il faut s'inquiéter aussi des espaces verts qu'on est en train de perdre. Donc, il y a tant de sujets. Il faut donc trouver son objectif et trouver des espaces où on peut faire croître sa conscience critique. Dans le chapitre, si vous pouvez lire le livre Margaret et moi, Margaret n'est pas ici, c'est une femme géniale, mais nous avons abordé quelques mythes
Et j'ai réfléchi à cela parce que c'est survenu dans une autre discussion. Il y a une personne que j'ai rencontrée qui travaillait auprès des enfants dans le système d'aide à l'enfance qui ne sont pas citoyens, qui n'ont pas de foyer d'accueil. Et quand ils sont face au système juridique, ils se voient déportés ou détenus en vue de les déporter. Et la personne avec qui j'ai parlé, la juriste à qui j'ai parlé, a dit, bon, il faut cesser de croire que le Canada, c'est un endroit, un bon endroit, que le Canada est bienveillant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à rendre le Canada bienveillant, mais ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de violence au Canada. On est en train de séparer les Autochtones de leurs terres, de leurs connaissances, de leurs enfants. Et la violence du système capitaliste qui est imposée sur nous. Il faut lâcher ce mythe d'un Canada bienveillant. À ce moment-là, on pourra créer le Canada qu'on désire, un espace où il y a du respect pour tous et toutes. Merci beaucoup, Pauline. J'ai beaucoup apprécié la façon que vous vous êtes inspiré de Roberta au niveau de la résistance et des objectifs clairs, mais vous avez ajouté à cela l'aspect des soins de soi-même et de la collectivité. Je suis heureuse que vous en ayez parlé. Et dans le chapitre, on parle de soutenir le leadership parmi les survivants de la violence. Et ils font un travail incroyable au niveau du soutien par les pairs et par les réseaux. On peut tellement apprendre vous parlez de Margarita. Mélanie, à vous le dernier mot. Dites ce que vous avez envie de dire. Nous sommes au courant des audiences sur les enfants pris en charge. On en a parlé dans notre chapitre, mais j'ai hâte d'entendre ce que vous voulez souligner maintenant. Eh bien, moi, j'ai participé à la défense des droits des jeunes pris en charge depuis 2010. J'ai fait partie du premier réseau au Nouveau-Brunswick quand il a été établi en 2010, le réseau pour les enfants pris en charge. J'étais parmi les premiers membres et cela m'a inspiré au plus haut point. Avant cela, je ne m'étais pas rendu compte que mon expérience vécue a façonné ma façon de voir le monde et comment je pourrais utiliser cela pour transformer le système et pour résister le statu quo, pour que ça change. Ça, c'est au cœur de mon travail. Jusqu'à ce jour d'ailleurs. Et le travail que je fais avec les autres qui ont une expérience vécue permet de tourner les choses à l'envers, que ce soit la façon que la société, le système ou les médias nous voient. Il s'agit de contrôler nos propres discours, nos propres histoires. On a été souvent désimmunisés par les institutions et les systèmes. Il faut qu'on soit, il faut qu'on cesse cette déshumanisation. Il faut qu'on se donne le droit d'être des leaders, des défenseurs, des réformistes et qu'on ait confiance en nous-mêmes. Il faut qu'on entre dans des espaces où on a été exclu de façon systémique. Par exemple, le gouvernement, on a pu parler devant le premier ministre et les ministres et le défenseur des droits au gouvernement du Nouveau-Brunswick pour mettre de l'avant nos désirs en matière d'action et de changement. Rentrer dans l'espace universitaire a été important pour moi. Aussi, j'ai fait un projet de recherche participative avec les jeunes dans le cadre de mon doctorat. Parce que, encore une fois, les jeunes n'ont jamais eu le pouvoir de le faire et ils ne se voient pas comme étant inclus dans les établissements universitaires. On n'utilise pas leur langue, la langue n'est pas accessible, les articles ne sont pas accessibles, ne sont pas accessibles. Il faut que tout maintenant soit
focaliser sur les jeunes, les médias maintenant. Il ne faut pas se concentrer sur ces articles tragiques et plutôt écrire des articles qui habilitent les gens pour dire regardez tout ce qu'on a accompli, regardez les mouvements qu'on a créés, les activités de défense, les solutions qu'on présente. Alors, il faut tourner cela à l'envers. Et il faut se présenter devant le Sénat, devant les ministres et les chefs politiques. Il faut que ces gens-là nous voient, les gens qui nous ont exclus de typiquement, normalement. Il faut qu'on arrive devant ces gens-là et dire non, nous avons de la valeur et nous avons un message riche et important pour faire évoluer le système. Je voudrais vous parler du travail que je fais avec le Conseil national des défenseurs des droits des jeunes et la Ligue pour la défense des enfants. Je mettrai des liens dans le chat pour que vous ayez plus de contexte à propos de tout ce que je fais et de toutes les activités qui existent actuellement. Moi, ce que je fais avec le Conseil national qui est composé de gens qui ont une expérience vécue à travers le pays et qui maintenant sont des défenseurs communautaires ou des coordonnateurs ou directeurs dans les réseaux d'enfants pris en charge. Et il y a aussi des organisations qui sont nos partenaires championnes pour nous aider permettre à ces jeunes de faire la transition vers la vie adulte sans être pris en charge. Et depuis le début de la pandémie, on a utilisé cela comme un lieu de lancement pour une activité de défense des droits nationale. On s'est rendu compte que les jeunes cessaient d'être pris en charge durant la pandémie et qu'il n'y avait rien pour ces jeunes-là durant la pandémie. Comment faire aux jeunes d'être seuls lorsqu'il n'y avait plus d'emploi, lorsque les écoles étaient en désarroi, lorsqu'il n'y avait pas d'endroit sécuritaire pour que les gens puissent s'inscrire à des cours. On voulait que les jeunes puissent rester dans leur famille d'accueil pendant la pandémie pour qu'ils continuent de recevoir du soutien durant la pandémie. Et on a réussi à faire cela dans les différentes provinces et territoires à travers le pays. Et maintenant, on regarde les solutions à long terme. Qu'est-ce qui arrive maintenant? On ne peut pas retourner en arrière à la situation avant la pandémie parce qu'on savait que ça ne marchait pas à ce moment-là et ça ne marchera pas de nouveau maintenant. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on travaille à long terme sur des changements à long terme systémiques et des normes équitables de transition pour les jeunes qui ne sont plus prises en charge. Et je mettrai un lien dans le chat pour que vous puissiez voir tout cela. C'est concentré sur les jeunes, on entend la voix des jeunes dans toutes ces normes et on présente la feuille de route au gouvernement pour leur permettre de comprendre comment on peut soutenir ces transitions pour les gens dans le système. Et je conclurai par une petite remarque qui me vient à l'esprit suite à une remarque d'une de mes collègues, c'est qu'il faut réimaginer le monde dans lequel nous voulons vivre. Tout ce que j'ai fait, le travail que j'ai fait et mes défenses des droits des jeunes dans notre communauté, c'est qu'il faut véritablement imaginer ce que nous voulons. Et je veux vous lire la vision que nous avons mis dans notre rapport qui, se retrouve partout dans tout le travail que je fais et ainsi que mes collègues de l'extérieur. Nous rêvons de rêves où vieillir n'existera plus dans notre vocabulaire, ni la loi sur la protection de la jeunesse, ni les mandats. Nous rêvons d'une société où les soins sont interdépendants pendant toute la vie, et les jeunes pourront jouir de tous les avantages de leurs pères qui ne sont pas pupilles de l'État.
Et voilà la vision que nous avons et je ne m'arrêterai pas, même si nous n'arrivons pas à cette réalité pendant ma vie. Donc, c'est l'objectif final que nous recherchons. Merci, merci Mélanie, merci à toutes nos panélistes. Je sais que personne parmi vous ne s'arrêtera, c'est très clair. Et Ramona, je vais vous demander de dire quelques mots de conclusion en notre nom. Bien, je vous remercie de la discussion riche que vous avez apportée à ce panel. Toutes les participantes au panel, vraiment, ce qui me semble évident, c'est que nous travaillons, vous travaillez très dur pour démanteler les conditions qui causent cette adversité en nommant d'abord cela, en le voyant, en ne pas donc éviter d'ignorer cela et en y travaillant. Nous le faisons, nous y mettons et c'est ce que je vois, cette convergence extraordinaire des communautés d'action pour prendre les mesures que l'on peut prendre pour mettre fin à ce qui cause ce traumatisme collectif qui exige donc une réponse donc tenant compte des traumatismes et une communauté active. Donc merci, merci pour toute votre participation pendant cette conférence. Et nous allons passer maintenant aux questions pour qu'on puisse y répondre autant que possible. Alors voilà, d'abord, il y a tant de questions. On va essayer de synthétiser un peu cela, mais je veux commencer par celle-ci. Je travaille dans un secteur qui priorise le soin et la sécurité des populations criminalisées, marginalisées suite au racisme et au stigmate. Comment, en tant que femme de couleur, est-ce qu'on peut naviguer dans ce système tout en faisant face à ses propres stigmates et le racisme structurel? Et j'aimerais ouvrir cela à tout le monde, la question à tout le panel. Et Roberta, d'abord donc. Je crois que c'est une question du quotidien, cette question à faire à nous toutes qui sont racialisées donc, et marginalisées. Ce que je dirais, surtout, c'est qu'il est possible, lorsqu'on travaille dans le domaine des soins de santé et appuyer un village, c'est de prendre soin de soi, et le bien-être, de soi est important. Lorsque j'écoutais mes collègues, je me disais: «Sur ce panel, il faut être émotive», et moi, j'essaie de mesurer mes émotions parce que si l'on parle du véritable impact de la violence étatique au quotidien. Nous ne pouvons pas en parler sans nous mettre à pleurer et crier. Nous devons donc avoir des espaces pour pouvoir être vrais, être crus. Et moi, j'ai mes gens, ma collectivité et j'ai beaucoup de gens qui peuvent prendre soin de moi afin que je puisse prendre soin du village. Donc, l'auto-soin et le soin de la communauté, c'est très important. Il y a aussi parfois, j'entends parler des gens qui travaillent avec la marginalisation et le racisme et c'est très difficile d'en parler parce que on va être stigmatisé, on va être considéré, bon, comme une femme noire en colère. Oui, je suis une femme noire en colère, je le reconnais. Bon, et je serai en colère tous les jours. Bon, et je vais prendre soin de ma colère en prenant soin de ma propre santé, de mon propre bien-être. Mais comment ne pas être en colère suite à ce qu'on a dit chacune d'entre nous ici? Alors, en maintenant des manières d'aborder les choses qui ne montrent pas de colère, d'émotion, de réponse au racisme, au sexisme, à l'homophobie, l'islamophobie, tous les types de violences, on ne pourra pas aller de l'avant. Comment, si on ne réagit pas avec colère, on peut aller de l'avant? Pour moi, ce n'est pas possible. Je ne crois pas que c'est la façon de faire et je dois être stratégiquement donc comprise, entendue et stratégiquement silencieuse. Mais je ne laisserai pas passer ces réalités sans y réagir. Nous sommes dans un système qui
euh, donc qui portent préjudice au quotidien. Mais comment on réagit? Il faut s'aimer, prendre soin de soi, donc et ne pas pen penser que ce système est inévitable et que ça ne changera pas. Cette notion que ça ne changera pas, c'est faux et il faut trouver des manières et des espaces pour pouvoir, guérir et résister et ça, c'est au quotidien. Si vous m'aviez rencontré lorsque j'avais 5 ans, dans dans mon voisinage, on était une des premières familles noires dans ce voisinage d'ouvriers. J'avais une voix, j'avais toujours une voix, même si j'avais peur de cela et ça me faisait peur, je devais quand même m'exprimer et que les communautés soient avec leur communauté et guérissent et prennent le risque de défier. Parce que si on ne défie pas, les choses ne changeront pas. Peut-être avec si ça vous convient, autres panélistes, nous pouvons passer à d'autres questions afin de pouvoir répondre à davantage de questions. Merci Roberta et Jasmine et mes collègues, veuillez poser les autres questions. Oui, la prochaine question est ça a été plusieurs points. Moi, je travaille dans le bien-être des enfants, donc il faut donc remanier tout le système. Donc, par exemple, comment peut-on le faire mieux en tant qu'agence individuelle? Comment peut-on mieux aider nos enfants, donc sous, notre, donc nos soins et les enfants qui grandissent et qui n'y sont plus, donc notre responsabilité? Oui, je vois ça même dans l'école de travail social lorsque j'enseignais. Je suis une personne et ce remaniement doit se produire dans l'ensemble du système. Comment peut-on avoir une influence en tant qu'une seule personne? Vous savez, il s'agit d'ajouter beaucoup de gouttes au même contenant et ça se remplit finalement. Alors, tous les gestes sont importants au niveau très simple, en traitant un jeune pupille de l'État comme étant quelqu'un donc une personne humaine qui a des rêves, qui a des souhaits, qui a des forces, qui a des faiblesses, et qui n'est pas est seulement un problème ou une crise à gérer. Car, encore une fois, comme je l'ai mentionné, le système met l'accent sur la réponse aux crises, les urgences, aversion au risque, aversion aux crises. Ce n'est pas axé sur les forces. Donc, les jeunes vont grandir dans ce système en n'ayant jamais entendu, de bien à leur égard. Ils entendent toujours quel est le problème, qu'est-ce qui me cloche chez eux et donc cela a évidemment affecte leur estime d'eux-mêmes, leur confiance, leur formation d'identité, leurs, besoins développementaux et sur un donc de manière, relationnelle, les traiter comme un être humain et pas comme un numéro. Par ailleurs, ce que j'enseigne à mes travailleurs sociaux, à mes étudiants en travail social, c'est d'utiliser le langage avec, raison, avec causalité. Bon et si vous n'êtes pas, donc à l'aise, donc avec, vos notes, par exemple, d'écrire vos notes, de cas, si vous n'étiez pas à l'aise pour l'exprimer verbalement aux jeunes, ne l'écrivez pas comme cela et il faut, en faire part aux jeunes. Est-ce que c'est exact ce que j'écris? Est-ce que je fais les bonnes suppositions? Soyez transparent et authentique et c'est ce dont les jeunes ont désespérément besoin. Comme je l'ai mentionné plus tôt, j'ai mentionné dans le chat le lien au travail que je fais avec le Conseil national des jeunes en tant que défenseur des droits des jeunes et nous avons mis des pratiques exemplaires à suivre, que ce soit à l'agence, au niveau régional, au niveau de la première ligne, au niveau provincial, peu importe où vous travaillez et votre connexion aux jeunes pupilles, vous avez un rôle à jouer. Alors, si
Vous n'êtes pas responsable de la mise en œuvre de certains services et soutiens. Vous êtes quand même responsable de défendre certaines positions. Vous pouvez quand même élever la voix et vous pouvez quand même donc agir. Vous pouvez élever la voix afin que les jeunes soient traités comme des êtres humains, afin qu'ils soient traités comme ils ont de la valeur, comme ils appartiennent au monde, comme ils méritent, les soins et l'attention. Chacun a un rôle à jouer, petit ou grand, et on peut commencer simplement de l'humanisation dans les relations avec les jeunes. J'aimerais poser, la prochaine question à Rupaline. Comment peut-on vraiment comprendre et répondre et voir les récits, partagés par les personnes individuelles en tant que l'alimentation riche qui dignifie, ces récits et qui nous inspire? Ah mon Dieu, c'est une grosse question ça. Comment peut-on, interpréter cela? Et d'autres l'ont dit ici aussi, c'est le réapprentissage, le désapprentissage et le réapprentissage. Pour moi, j'ai, grandi aux États-Unis. Mes parents, qui étaient des sujets, du colonialisme, la reine Élisabeth était leur reine, et leur désir, leur souhait était, en donc, ont été organisés par ce milieu, ont été déterminés. Alors, moi, j'ai grandi j'ai eu une éducation qui dégoulinait de contexte colonial. Donc, afin d'avoir une bonne vie, et j'étais une adolescente turbulente qui a été rebelle. Mais ce n'est que lorsque je suis devenue adulte que j'ai dû désapprendre et que j'ai dû remplir, ce vide par d'autres idées. Et il faut, donc traiter nos propres vérités, s'ancrer dans l'histoire, du préjudice que soit on a causé ou soit qui a été causé envers nous, et il n'y a pas façon de mesurer une responsabilité et aussi les préjudices que l'on porte en soi. Je crois qu'il faut donc se guérir de nos propres traumatismes, ce que j'ai mentionné déjà, créer un espace, comme je l'ai dit, et je crois aussi, j'écoutais Mélanie et la question précédente, et je pense, et c'est quelque chose qui me préoccupe énormément parce que je travaille avec des gens qui appuient des gens qui n'ont pas de documents, pas de papier, et beaucoup du travail important et essentiel, on n'en parle pas, et ça, c'est souvent sur les épaules de ces personnes, de ces, organismes qui sont très précaires eux-mêmes. Alors si quelqu'un, quitte, on le client n'a plus accès. Bon, même certains fournisseurs de services me disent qu'ils ne peuvent pas en parler à leur père pour ne pas, encourir de représailles. Donc il faut que voir rendre cela plus visible, et bon, souvent le travail inspirant dont j'ai entendu parler, c'est des gens qui sont dans des rôles de défense des droits, que ce soit des fournisseurs de services, des intervenants, et cetera. Ils permettent, à leurs clients ils essaient de l'aider à naviguer dans un système. Pas seulement pour les aider à naviguer, pour leur expliquer à quel point cela les exploite, à quel point ils sont pas d'accord. Si vous devez faire quelque chose selon le système, expliquez pourquoi vous n'êtes pas en accord avec cela. Critiquer le système ouvertement, et parfois, ça veut dire prendre des subterfuges ou, hem, stratégiquement, donc agir contre les intérêts de l'organisme. Parfois, c'est très délicat. Il faut donc, bâtir un certain pouvoir afin de ne pas se retrouver seul dans ce travail de défense des droits. J'ai rencontré quelqu'un qui était une directrice extraordinaire à ce moment-là, lorsqu'on essayait d'avoir accès sans crainte au refuge pour femmes, et l'Agence, des services frontaliers du Canada qui arrivait à l'improviste, c'était un problème ça. Toute l'équipe donc, et du point de vue juridique, craignait, cette invasion.
et quelqu'un avec qui je travaillais à l'époque a dit: «D'accord, arrêtez-moi. Si vous venez, par à ma porte avant, j'ouvrirai la porte arrière et je leur permettrai de disparaître, de quitter et vous pouvez m'arrêter» et il y avait cette femme, cette intervenante qui était prête à le faire publiquement et d'en faire un spectacle afin d'être criminalisée pour sa défense des droits et afin de protéger donc sa son client. Je ne dis pas que nous allons tous et tous, briser les lois, mais il faut que notre, militantisme devienne visible. Il faut donc du courage et pour y arriver. Moi, j'ai eu une histoire, un historique de faire des choses qui me semblaient être la bonne chose à faire et il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord. Donc il faut être en bonne compagnie et on l'espère, partager la responsabilité pour ne pas être seul. Voilà des éléments qui me viennent à l'esprit. Je ne crois pas qu'il est si difficile d'écouter les gens, mais de bien les entendre, ça prend du courage, de l'espace et lorsque j'écoutais Mélanie, je vais vous faire part de cette dernière anecdote. Et je fais de la recherche, je ne peux pas nommer les gens qui m'ont raconté ce qu'ils ont vécu, parce que tout est confidentiel, mais Heu, il y a des gens que je connais qui ont travaillé dans le système de protection de l'enfance et qui ont travaillé dans des espaces communautaires ou sans but lucratif et ces gens-là, on a discuté avec eux, et on a vu que c'est difficile de travailler dans les systèmes de protection de l'enfance et ils ne veulent pas trop s'ingérer dans la vie des gens parce que le système peut tellement nuire. Les gens qui travaillent dans les services communautaires peuvent, accompagner les jeunes, être là pour les bons coups et les mauvais coups et moi, j'aimerais, enlever le financement au service, de défense des enfants et donner plus d'argent aux services, qui accompagnent les gens. J'aimerais mieux, éliminer, la protection de l'enfance, par exemple, et créer d'espaces où on peut apprendre et il faut désapprendre, il faut faire courage et partager des stratégies les uns avec les autres pour qu'on puisse avancer. Merci beaucoup. Alors maintenant, j'aimerais, mettre fin à cette réunion. Je voudrais surtout remercier nos, panélistes, Roberta et Mélanie, hem, qui nous ont donné tant de matière à réfléchir. Il y a tant de gens qui ont dit merci parce que ça nous permet, de faire des progrès dans nos consciences critiques. Et merci à Cathy et Ramona, d'avoir, créé une troisième édition du livre, qui ont trouvé ces excellents co-auteurs et autrices et tant de gens se demandaient: «Comment trouver ce livre?» et très souvent, on fait des présentations, nous, le réseau d'apprentissage et le centre de connaissances et les gens disent: «Eh, si seulement on pouvait lire davantage sur les présentations» et dans ce cas-ci, oui, il y a un livre et on vous encourage à le lire et je vais terminer avec un commentaire d'une participante qui a dit: «Ah, ce serait merveilleux si les auteurs pouvaient lire dans leur propre voix leur chapitre et il y a une version, lue de ce livre parce que certaines personnes apprennent en lisant, mais certaines personnes, doivent entendre ces voix authentiques des gens qui partagent, avec eux et ça peut être très important. Alors il faut réfléchir à cela. Je ne voudrais pas créer plus de travail pour vous, mais il faut réfléchir là-dessus. Mais, donc au nom de nos équipes, merci à vous toutes, merci à vous tous et nous avons hâte de continuer à travailler avec vous. Au revoir.